Merci Benoît pour ton mot de bienvenue. C'est vrai que je suis ravie d'être devant ce CDFN et de vous revoir pour la plupart d'entre vous. Il y en a que je ne connais pas et c'est une bonne chose aussi qu'il y en a que je ne connaisse pas. Mais je suis donc ravie d'être là et ravie de vous présenter ce travail sur l'école avec un grand E dont je vais vous dire bien sûr un mot. Mais avant, comme m'y invite Benoît, je vais vous dire un petit mot rapidement sur le CESE et sur le travail que nous faisons pour le groupe que nous avons constitué au CESE. Vous le savez, on a décidé pour cette mandature de faire un groupe avec Solidaire et la Confédération Paysanne. Et donc nous avons un groupe, nous sommes 4, 2 membres de Solidaire, une personne de la Confédération Paysanne et moi-même pour la FSU, et nous avons appelé, vous le savez, notre groupe Alternative Sociale et Écologique. Le CESE fonctionne comme l'Assemblée et le Sénat, on ne peut pas y être en individuel, il faut faire partie d'un groupe, donc il fallait, et ça fait partie de débats évidemment dans la FSU, il fallait constituer un groupe. Donc nous avons constitué ce groupe, et j'ai le plaisir d'être venu ce matin avec Yvonne Frouin, voilà, Yvonne qui va se lever, vous faire un petit coucou, qui est notre attachée, puisque le CESE, comme Assemblée nationale CESE, fonctionne avec des groupes qui ont un attaché, et donc nous avons monté une association avec Solidaire, Confédération Paysanne et FSU pour pouvoir embaucher, rémunérer Yvonique et puis gérer tout cela. Alors Yvonique est avec nous depuis le mois de septembre, puisqu'avant vous aviez entendu parler de Tanguy et certains ont pu communiquer avec Tanguy qui était notre attaché, mais Tanguy a eu une opportunité professionnelle et on a accepté de le laisser partir pour le bonheur d'Yvonique du coup, qui est avec nous depuis le début de septembre. Et je le dis parce que si vous avez besoin de nous joindre, on laissera l'adresse du groupe Yvonique, pourra, voilà, si vous souhaitez, vous venez voir Yvonique et vous laisse l'adresse et comme ça vous pouvez nous contacter via Yvonique. Alors je ne vais pas être très longue sur le CESE, vous dire que tout d'abord l'expérience, entre guillemets expérience, mais bon, en tout cas ce groupe qu'on a monté fonctionne vraiment très très bien. C'était pas forcément gagné d'avance, on en avait parlé notamment avec Benoît, on s'est dit voilà, bon, on verra comment ça se passe avec Solidaire, Confédération Paysanne, avec qui on travaille sur beaucoup de sujets, dans les interpros, etc. Mais franchement, on travaille de manière très souple, on est en accord sur tout, on s'était dit en début de mandat, on n'est pas lié, on ne part pas sur un vote de groupe, mais on part sur des votes de personnes, de façon à ce qu'on ne soit pas lié par les mandats des uns ou des autres. Et en fait, je crois qu'il n'y a qu'une fois où on a voté en accord différemment parce qu'on était partagé sur le sujet et on a réparti nos votes, mais on a toujours voté pareil. Et donc voilà, on a vraiment un groupe où tout se passe bien. Et on a un groupe, petit groupe, parce que il y a des grands groupes. Vous imaginez bien que les grosses organisations, CFDT, CGT, MEDEF, etc. Bon, des groupes de 18, 20, etc. personnes. Nous faisons partie des petits groupes. Nous sommes 4, 5 avec Yvonique, mais je crois que je peux vous dire qu'on a pris bien notre place au CESE, que nous sommes bien reconnus au CESE, nous sommes engagés dans tous les événements CESE, nous sommes répartis les rôles entre les 3 organisations, Solidaire à la présidence du groupe, moi je siège au bureau du CESE pour le groupe, donc on est dans tous les endroits évidemment où il se décide des choses, où il se discute des choses. On s'est répartis dans un maximum de commissions. On a tous et toutes présenté pour l'instant des avis, que ce soit la Confédération Paysanne avec Marie-Noëlle Laurin sur la question de l'alimentation et de l'élevage, que ce soit Serge Lequéo de Solidaire sur la gestion de l'eau, j'avais d'ailleurs transmis aux copains de l'environnement la question, que ce soit donc moi sur l'éducation récemment et Cécile Gondard-Lalanne, donc l'ancienne porte-parole de Solidaire, certains connaissent, sur les VARS, la semaine dernière. On a un petit renouvellement dans le groupe, Confédération Paysanne et Solidaire ont changé de personnes, donc 2 personnes qui arrivent et dont d'ailleurs Eric qui remplace Serge, Eric Meyer de Solidaire qui remplace Serge Lequéo à Solidaire, qui vient déjà de prendre le rapportage d'une commission temporaire sur l'intelligence artificielle
artificielle. Donc vous voyez, on a un petit groupe très actif. Vous avez vu qu'on a aussi organisé des événements, puisqu'on avait fait un événement Femmes, Vie, Liberté au CESE, avec l'exposition donc d'affiches sur le sujet et avec une petite cérémonie présidée par le président Thierry Baudet du CESE. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu l'actualité du groupe. On essaye de tenir notre place, on essaye de faire, de suivre, et on essaye du mieux que l'on peut de communiquer avec vous. Alors il y a la lettre CESE, la prochaine va vous arriver, Dominique ne sourit pas dès qu'on a fini tous les articles, la prochaine va vous arriver très prochainement. Et puis, il y a donc le lien avec les Césaires, dont a parlé Benoît, que nous essayons aussi d'avoir. Alors, je pense que ça, là je parle FSU, hein, entre nous, c'est des choses perfectibles, sûrement sur le lien entre CESE et vous, syndicats nationaux, hein, on essaye, quand il y a des sujets, de renvoyer aux syndicats nationaux les plus concernés par les sujets, on essaye de faire ce lien, bon, plus ou moins bien, très certainement. Après, voilà, vous voyez le cas de personnes, hein, pour une activité CESE, si vous regardez un peu, qui est énorme. Hein. Donc, on essaye de faire ça au maximum, mais voilà, peut-être on peut faire mieux sur ce sujet. Et puis, on essaye d'avoir le lien avec les Césaires. Et avec les Césaires, donc nous avons décidé pour le groupe, ce dont vous parlez Benoît, de faire une journée le 10 octobre prochain au CESE. Donc il y a déjà pas mal de Césaires de la FSU qui ont répondu pour justement parler du CESE, parler des Césaires, parler du travail que l'on peut faire en commun, peut-être encore plus entre CESE et Césaires. Donc voilà, on invite les Césaires de nos 3 organisations et les secrétaires généraux bien sûr de nos 3 organisations à venir échanger avec nous sur le travail, sur la situation, sur évidemment tout ce que l'on peut faire encore mieux ensemble. Alors j'enchaîne donc sur l'avis et rapport éducation, donc je vous ai apporté, qui s'appelle Réussite à l'école, réussite de l'école. Et j'avoue que oui, je disais que je suis évidemment contente d'être devant ce CDFN pour venir vous voir, et je l'avoue, pour vous parler de ce sujet que vous connaissez très bien. D'ailleurs, on m'a demandé si j'avais amené un PowerPoint, je ne l'ai pas apporté parce que je me suis dit que les chiffres, vous les connaissiez aussi bien que moi, le sujet vous le connaissez aussi bien que moi, et les problématiques vous les connaissez très bien. Et je vais vous dire, c'est pour ça que je suis ravie, parce que nous avons, je crois, même si, comme l'a dit Benoît, nous sommes au Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire une institution de la société civile qui représente l'ensemble de la société civile organisée, et donc pas que les organisations syndicales de salariés, qui regroupent aussi les organisations patronales, les organisations de famille, les organisations environnementalistes, etc. etc. Et donc la diversité de la société civile, et que évidemment il faut faire des synthèses et des compromis. Je crois que nous sommes arrivés à un travail qui parle un peu notre langue, je le dis devant le Conseil national de la FSU, je ne le dirai pas partout comme ça, mais qui parle assez bien notre langue, avec des préconisations, comme nous disons au CESE, qui rejoignent assez les revendications qui sont les nôtres. Et donc, je crois que, comme l'a dit Benoît, comme beaucoup quand même d'avis du CESE, en tout cas je l'espère, vous le direz, et on aura l'occasion peut-être d'en reparler, j'espère que ce rapport dans la période politique que nous vivons, avec une éducation malmenée depuis des décennies, avec des débats sur l'éducation qui ne sont pas les débats essentiels, avec des orientations qui ne sont pas celles qui conviennent pour la réussite de toutes et tous nos élèves. Je pense, en tout cas j'espère que cet avis pourra contribuer, pourra vous soutenir aussi quelque part dans vos démarches et dans tout ce que vous faites pour soutenir l'école publique. Alors, pour faire ce travail, pourquoi nous avons fait cet avis tout d'abord au CESE? Donc, moi je suis membre et vice-présidente de la commission éducation, culture, communication, et donc comme son nom l'indique, elle ne parle pas que d'éducation, et donc nous avons traité depuis le début de la mandature d'un certain nombre de sujets, et nous n'avions pas encore traité d'éducation. Donc j'ai proposé ce sujet sur la question de la réussite à l'école, hein, au départ, avec toutes les problématiques, vous les connaissez, vous allez voir, je vais vous en parler, et qui a été acceptée évidemment, je dis évidemment parce qu'elle a été acceptée d'emblée par la commission, parce que la commission voulait parler d'éducation, bien évidemment le CESE avait besoin d'une parole sur l'éducation, et parce que le contexte
évidemment, si prêté, tout à fait, je vais y revenir. Pour faire ce travail, vu que la commission éducation, culture, communication n'est pas composée que de gens de l'éducation, bien évidemment, et heureusement que le CESE, c'est pas ceux de l'agriculture qui parlent agriculture, l'éducation par l'éducation, mais évidemment, dans une commission comme celle-ci, il y a des gens de tous horizons. J'ai proposé de s'appuyer sur ce qu'on appelle au CESE des allées verts, c'est-à-dire aller dans des écoles, collèges, lycées, pour que tout un chacun puisse prendre un peu la mesure de ce que sont les lieux d'éducation et puissent rencontrer aussi les personnels, tous les personnels, puissent rencontrer des élèves, puissent rencontrer des parents et puissent rencontrer des élus, des associations qui sont aussi autour de l'école. Nous sommes allés dans 3 endroits et je remercie les militants et militantes qui m'ont aidé parfois pour trouver ces lieux. Nous sommes allés dans les écoles Vassivière, des écoles primaires Vassivière de Marseille. Nous sommes allés au collège Joliot-Curie à Paris et nous sommes allés au lycée polyvalent d'Yvetot en Normandie. On a choisi des endroits ruraux, urbains, etc. Des endroits très différents, très bien accueillis dans les 3 endroits, vraiment. Et nous avons pu rencontrer beaucoup de personnes. Et nous avons associé à ce travail aussi des Césaires. 11 Césaires ont participé à nos travaux, dont pas mal de copains de la FSU qui y ont contribué. Et nous avons pu nous appuyer sur la délégation aux Outre-mer du CESE, qui a fait un travail très important, je le dis pour nos camarades des Outre-mer, et je vais en dire un mot ensuite rapidement, mais il y a toute une annexe entre guillemets, parce qu'on l'a mis dans annexe, parce que formellement c'est comme ça qu'on fait, mais il y a un texte de contribution avec des préconisations concernant les Outre-mer qui est vraiment très intéressant et très important et qui je pense peut être aussi quelque part un point d'appui pour eux. Donc on a fait ce travail comme ça se fait beaucoup au CESE, en sortant comme on dit des murs de CESE, en allant à la rencontre d'autres personnes, des personnes que nous avons toutes réinvitées le 21 novembre dernier pour faire une journée où on leur a dit voilà, on est allé vous voir, on vous a écouté, maintenant on a avancé sur notre travail avec bien sûr des auditions de personnalités, de chercheurs, d'universitaires, et maintenant qu'on avance dans les axes qu'on dégage de notre travail, on voudrait votre avis sur que faudrait-il préconiser à votre avis pour que la situation s'améliore dans le système éducatif. Et donc on a fait une journée avec eux sur des différents axes pour qu'ils nous fassent des propositions, des recommandations comme on dit au CESE, et les 3/4 de ces recommandations qui nous ont été faites lors de cette journée se retrouvent dans les préconisations de l'avis. Et je dois dire que les retours que nous avons sont plutôt positifs aussi de toutes ces personnes qui, d'une part, ont apprécié la démarche CESE de leur donner la parole et évidemment de les écouter. Je crois qu'on est dans une période, mais on le sait dans le syndicalisme, où, même si c'est difficile, évidemment qu'il faut s'appuyer sur la parole des professionnels et des usagers. Alors, donc voilà d'où est parti d'un point de vue de la méthode ce travail, et sur le fond, nous sommes partis de 2 constats et d'une conviction. Le premier constat, c'est la persistance inadmissible des inégalités scolaires dans notre pays. Et en parallèle de cela, pour autant, un besoin important de formation et d'élévation du niveau de connaissance et de compétences dans une société qui est confrontée à une multitude de défis et de crises. Je ne les développe pas, mais on les travaille beaucoup au CESE, que ce soit la crise environnementale, l'effondrement de la biodiversité, des règlements climatiques, que ce soit la crise économique et sociale que nous vivons, que ce soit les mutations technologiques, numériques, ou que ce soit la crise démocratique. Nous avons des défis devant nous à relever si évidemment on est dans l'optique d'une société meilleure, plus solidaire et plus juste. Et donc par conséquent, nous avons besoin d'une population formée, éduquer davantage que ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis une conviction justement pour le CESE, et là je parle bien sûr pour le CESE, là, maintenant que cet avis et rapport sont votés, une conviction qui est la nécessité de promouvoir meilleure cohésion sociale, plus de mixité sociale, et donc la nécessité
d'aller vers une école de la réussite de toutes et tous. Alors, on a travaillé sur cette double problématique, du coup, réussite à l'école, réussite de l'école, qui lie l'individuel et le collectif. Réussite à l'école, c'est normalement la promesse républicaine dans les textes depuis la Constitution de 46 jusqu'aux conventions internationales des droits de l'enfant, de donner accès à l'éducation à tous les enfants, mais à l'accès, nous y ajoutons l'effectivité des droits, c'est-à-dire que nous disons, ce n'est pas qu'une question, en tout cas dans notre pays, évidemment, uniquement d'accès, même si ça se pose dans les Outre-mer, puisque par exemple, il y a en Guyane 10 000 enfants de 3 ans qui ne sont pas scolarisés, mais en tout cas, la question n'est pas que celle du droit, elle est celle de l'effectivité, et donc se pose la question de la nécessité pour le système éducatif de faire réussir tous les élèves. Alors, bien sûr, on a interrogé du coup la notion des réussites, et alors sur la réussite à l'école, on l'a défini ainsi pour le CESE, la possibilité de réussir un parcours scolaire choisi en ayant pu bénéficier de tous les outils pour devenir un citoyen capable de comprendre le monde et d'y agir pour faire société. Ça, c'est le premier angle. On travaille sur les élèves et du coup, la responsabilité de l'école, et on verra pas que la responsabilité de l'école, bien évidemment. Et puis réussite de l'école, c'est le deuxième axe que j'évoquais, c'est la nécessité pour une société, en tout cas qui veut être une société solidaire, juste, de évidemment monter en compétences et en qualification, et on l'a défini ainsi, réussite de l'école, la capacité de la société à éduquer et à former aujourd'hui les personnes qui demain assureront les métiers, les engagements pour répondre aux besoins de la société. Les deux sont liés, réussite individuelle, réussite collective, et l'une ne va pas sans l'autre. Évidemment, cela nous a amené à considérer qu'on était là sur la nécessité d'avoir une vision partagée du futur. Si on veut travailler aujourd'hui pour des citoyens de demain, ça suppose de savoir vers quelle société on va, et ça rejoint les problématiques que l'on travaille par ailleurs sur environnement, économie, démocratie, etc. etc. Et donc ça suppose une vision partagée du destin d'une société ensemble, et donc l'école est bel et bien un projet de société, d'où notre préconisation numéro 1, qui est de dire aujourd'hui, nous considérons qu'il faut revoir les finalités de l'école. C'est à la société de les définir et nous appelons à un débat démocratique sur l'école pour redéfinir les finalités de l'école, les missions et le fonctionnement de l'école. Donc, je vais passer peut-être assez vite sur l'axe, sur les inégalités scolaires, parce que comme je disais, vous les connaissez très très bien, mais quand même, reprendre quelques chiffres que nous avons repris au CESE, vous verrez dans le document, on en a mis beaucoup plus, mais quelques-uns pour resituer ce qui a été aussi le point de départ de notre interrogation au CESE, c'est évidemment les constats qui sont faits pas par le CESE, pas forcément par nous, pas forcément par d'autres. On est allé chercher des rapports qui ne font même pas débat, genre OCDE, PISA, voilà, ça personne au CESE, d'où qu'il soit, ne peut tellement les contester. Et vous les connaissez, la dernière enquête de l'OCDE qui nous rappelle que le niveau moyen des élèves en France est comparable à la moyenne des autres pays de l'OCDE, dont acte. Donc je le dis parce que l'idée du travail du CESE n'est pas non plus de faire le procès de l'école. Il n'a jamais été question de dire tout va mal, l'école n'a jamais rien fait de bien, etc. Au contraire, vous le verrez dans le rapport, on dit que l'école a fait beaucoup. Alors on le lit à travers évidemment les résultats au baccalauréat, on le lit à travers d'autres résultats que les évaluations peuvent nous donner. On le lit aussi parce que quand même la société tourne grâce au système éducatif qui produit justement de la connaissance, de la qualification. Donc l'idée n'est pas du tout de faire le procès de l'école, et il a toujours été dit aussi au CESE, et on le retrouve ensuite dans les préconisations, que le système éducatif fonctionne malgré des conditions d'exercice des personnels trop souvent dégradées et difficiles, et qu'il fonctionne grâce à l'engagement des personnels. Et ça, voilà, je le dis parce que ça fait partie, l'idée de ce rapport, même s'il dénonce un certain nombre de choses, n'est certainement pas de faire le procès en bloc ni de l'école, évidemment parfois réussie, ni de ses personnels. Et donc, premier constat, évidemment, le niveau moyen des élèves en France comparable à celui des autres pays, mais
mais évidemment une moyenne qui cache des écarts importants entre les meilleurs et les moins bons, vous connaissez ça très bien, et un pays qui reste l'un de ceux où l'acquisition des compétences à 15 ans est le plus liée au milieu social. Alors, cette corrélation inégalité scolaire, inégalité sociale qu'on connaît bien à la FSU, qui s'observe aussi à travers le choix des filières, parce que on pourrait se contenter de dire le niveau monte au bac et donc tout va bien, mais on le sait nous très bien, 70% des enfants d'ouvriers qui ont un bac professionnel et technologique, contre 75% des enfants de 4 qui ont un bac général. On voit bien que derrière, ça cache aussi des choix qui ne sont pas forcément des choix, et ça cache une filiarisation qui rejoint des inégalités sociales, un pays où donc le parcours scolaire et l'orientation de nos élèves sont davantage déterminés par l'origine sociale que par le choix des élèves. Donc du coup, notre notion de réussite, elle prend tout son sens parce qu'elle implique déjà, ce que je disais dans la définition qu'on a donnée, la nécessité d'un choix de la part des jeunes. Réussir, c'est pouvoir choisir. C'est pouvoir choisir sa vie personnelle bien sûr, mais sa vie professionnelle aussi. Donc première exigence que pose ce constat, c'est l'idée du choix nécessaire. Et puis bien sûr on a repris PISA qui nous dit aussi que l'école française réussit aux élèves les plus favorisés. Or, un jeune sur 6 est en situation de pauvreté. 30% des élèves issus des milieux populaires sont en difficulté à l'école, d'où dans notre postulat de réussite, une deuxième nécessité qui est non seulement de s'intéresser à comment l'école peut faire mieux, mais de s'intéresser aux conditions de vie des élèves. D'où deux chapitres importants dans ce rapport, la question de la transformation nécessaire du système éducatif pour faire mieux réussir toutes et tous les élèves, et un chapitre sur la nécessité de politiques publiques complémentaires à celles de l'éducation. Et là, vous trouverez toutes les questions, bien évidemment, de logement, de santé, de loisirs, de sport, de culture, etc., etc. Alors, je continue assez vite parce que je pense que l'heure tourne et j'en arrive aux 4 axes du travail que nous avons déterminé. Par rapport, suite à ce diagnostic, suite aux convictions qui sont celles du CESE, alors je ne l'ai pas dit, mais le CESE avait travaillé auparavant sur déjà 3 rapports qui commençaient à être un petit peu loin. Il y avait eu un premier rapport en 2002 qui s'appelait « Favoriser la réussite scolaire ». Il y avait eu un rapport en 2011 qui s'appelait « Les inégalités à l'école ». Et il y avait eu un rapport en 2015, « Une école de la réussite pour tous ». C'est d'ailleurs Marie-Alette Grard qui l'avait rapporté celui-ci. Et je me rappelle qu'on l'avait fait venir devant ce CDFN pour qu'elle puisse en parler. Et donc vous voyez bien que le CESE, lorsqu'il a parlé d'éducation, il s'est toujours intéressé à cette question des inégalités. Et donc notre travail, en toute logique, il vient aussi s'ajouter à ces travaux, les réactualiser et évidemment, malheureusement, constater que les choses n'ont pas été faites suffisamment dans le bon sens. Alors, une fois que l'on s'est dit tout ça, 7e puissance mondiale, avec ces enquêtes donc, que je viens de rappeler, on s'est dit au CESE, finalement, la société, elle a 2 choix possibles. Et ça, on l'a écrit assez clairement dans le rapport, et je pense que c'est un peu brutal, mais ça fait du bien de le rappeler aussi à nos interlocuteurs, surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Soit, on sait tous ces éléments. Je ne développe pas, vous les connaissez, on a les chiffres, etc. On sait tout ça. Donc, il y a 2 choix. Soit on considère que finalement, on continue comme ça. Après tout, la société, elle tourne comme ça. Les entreprises tournent, les institutions fonctionnent, voilà, on tire l'élite de l'école et finalement la machine elle tourne et on ne s'occupe pas de ceux qu'on laisse au bord du chemin, comme nous le dit je crois le texte de rentrée, me semble-t-il. On a fait une petite déclaration au CESE à la rentrée sur cette circulaire de rentrée d'ailleurs, voilà. Et finalement on le dit parce que c'est pas politiquement correct de dire qu'on va pas s'occuper de tous les enfants, donc on dit non, on va laisser personne au bord du chemin, on va faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, voilà, mais on laisse le système tel qu'il est, c'est-à-dire un système organisé quand même historiquement sur une base méritocratique et qui cherche plutôt à reproduire quelque part,
je vais pas faire du Bourdieu, ça ferait un peu vieille machin, mais enfin voilà, on fait quand même un peu de reproduction sociale, ça va, ça tourne, et tout va bien. Bon, donc soit on fait ça, soit on dit non, on change de paradigme, on pose la question pour de vrai, et du coup, on change le système éducatif, et on appelle une transformation profonde du système éducatif, ses finalités, ses missions, son fonctionnement. Et on appelle les politiques publiques complémentaires à aller dans le même sens. Et on met en marche non seulement la maison État, mais on va chercher les collectivités territoriales. D'où un axe avec les territoires, d'où l'intérêt des Césaires dans ce travail, d'où le travail qu'on a essayé de faire avec les élus pour dire il y a aussi la part des territoires, parce que dans les territoires, bien sûr, ces inégalités, non seulement elles existent, mais il y a des territoires qui vont rajouter des inégalités, puisque tous les territoires n'ont pas non plus ni les mêmes ressources, ni les mêmes capacités, etc. Et donc, il faut avoir un regard aussi sur comment, une fois qu'on a décidé quelque chose, ça se passe dans les territoires, et à l'inverse, comment des territoires arrivent aussi à mener des politiques qui permettent de corriger cela. Alors, le CESE a pris le parti, et c'est là où je dis que de la part du CESE, c'est un appui important de dire on ne peut pas continuer ainsi avec l'école, et on appelle un changement de paradigme, et il y a vraiment des préconisations qui permettent d'aller vraiment, je pense en tout cas dans le sens de ce qu'on appelle nous sur la transformation de l'école. Alors on dit école avec un grand E, je ne l'ai pas dit mais vous l'avez compris, on va de la maternelle au lycée hein, dans les propos que nous tenons. 4 axes pour ça, 20 préconisations. Alors l'axe premier, redéfinir les finalités à l'école et mieux articuler l'ensemble des politiques publiques qui concourent à l'éducation. Je vous ai parlé de la préco 1 qui appelle à un débat démocratique. On a là des préconisations qui sont plus des préconisations de principe, mais les principes sont quand même importants pour garantir des conditions de scolarisation de la maternelle au lycée qui soient meilleures, que l'on se connaisse, et de fixer des objectifs, et de les clarifier. On redit beaucoup dans ce travail qu'on est quand même depuis des décennies sur une multitude de réformes qui passent, qui en chassent une autre, des mesures qui s'ajoutent, une société qui quand même doute de son école, et dès qu'elle a un souci, elle demande à l'école de faire. Il faut faire de la prévention à ceci, de la prévention à cela. Et donc on empile des mesures qui non seulement sont compliquées à gérer pour les personnels, mais rendent le système complètement illisible. Hein. Quand vous interrogez un peu des observateurs, voire des parents, voire des élèves, et au lycée de Yvetot, beaucoup d'élèves nous ont dit mais nous on a des programmes surchargés à un moment, et donc les élèves les plus en difficulté nous ont dit mais nous on n'a plus de visibilité en gros sur ce qu'on fait. Des profs aussi nous ont dit à certains moments mais voilà, ça ne va pas quoi. Tout cela doit être un peu clarifié, organisé, etc. Donc on a besoin de cette clarification au risque de perdre des élèves. Et au risque, quelque chose que l'on soulève dans le rapport aussi, de voir augmenter cette marchandisation de l'école, où quand même se développent beaucoup, que ce soit les cours en ligne, les coachings, les écoles privées, on en parle évidemment dans le rapport, et donc de voir une école publique qui petit à petit s'appauvrit en quelque sorte, et que ça se passe un peu en dehors de l'école pour un certain nombre d'élèves. Donc si on veut préserver la qualité de notre école publique, à un moment, il faut clarifier, redéfinir les objectifs. C'est donc l'axe numéro 1 avec 3 préconisations que vous pourrez regarder évidemment de plus près. Un axe 2 très fort, en tout cas on le porte beaucoup pour le CESE, favoriser l'égalité et la mixité sociale. Là, bien sûr, c'est au regard du constat sur fracture, division dans la société, bon, tous ces sujets sur la crise démocratique, etc., sur des formes de... j'allais dire de ghettoisation, oui, de ghettoisation, de ségrégation sociale qui existent dans les quartiers urbains, mais aussi parfois en ruralité. Et donc plusieurs préconisations sur le sujet, des préconisations qui peuvent paraître assez simples, mais qui seraient assez utiles. Par exemple, on préconise la mise en place d'observatoires de l'égalité, de la mixité dans les territoires, parce qu'on n'a pas tellement, et on l'a vu ça avec les universitaires qui sont venus, qu'on a
auditionné lors de ce travail, on a très peu de mesures d'évaluation sérieuses sur ce qui est la mixité dans les territoires. En plus, évidemment, le ministère est très avare et il diffuse assez peu ce qu'il peut avoir comme ressources. Et donc, à un moment, de se dire, bien, il faudrait qu'on ait des endroits où on puisse savoir réellement comment ça se passe et ce qui se passe. Une préconisation qui appelle à un plan mixité entre les établissements et à l'intérieur des établissements, on propose d'aller vers une réduction, alors on a pris l'IPS comme mesure une réduction de 30% des écarts IPS dans les établissements et entre les établissements pour faire plus de mixité. On est allé voir, vous savez, les expériences de Julien Grenet sur Paris, elles existent à Toulouse, elles existent ailleurs. On appelle à réviser bien sûr la carte scolaire, ce qu'on demande depuis très longtemps, et la carte de l'éducation prioritaire. On appelle à rénover les fonds sociaux élèves. On appelle un plan ultramarin, c'est ce dont je vous parlais, avec ce texte qui est annexé et qui donne plusieurs pistes pour les Outre-mer. Et on appelle l'enseignement privé à contribuer à la mixité sociale et scolaire. Vous savez qu'il y a eu des projets de loi de tenter par des sénateurs. On a auditionné Pierre Ouzoulias dans notre commission. On a repris ce sujet et en partie ce qui nous a été dit dans ces auditions pour demander à l'école privée de jouer sa part en termes de mixité. On a ensuite un troisième axe qui s'appelle conforter les acteurs de la communauté éducative. Alors là, on parle de l'ensemble des acteurs et on parle déjà des élèves. On a tout un chapitre et on a beaucoup entendu des élèves lors de ce travail sur les conditions de scolarisation, sur le bien-être des élèves. Je ne développe pas, vous voyez tout ce qu'il y a dedans, sur à la fois les questions de rythme de travail, de mobilité. Alors je dis rythme de travail, le lycée où on était allé était un lycée rural avec des lycéens qui avaient 1 heure à 1 heure et demie de transport. Et qui nous disait, nous c'est très compliqué quoi, on fait plus de sport, on fait plus de loisirs, on fait plus rien parce que le temps de transport plus après le temps de travail et tout ça, c'est pas possible quoi. Voilà, donc évidemment toutes des questions que l'on connaît bien, mais voilà, ça rentre dans cette préconisation sur à la fois le bien-être des élèves et sur leurs conditions de scolarisation, sur la vie démocratique dans les établissements. Il y a eu un rapport d'ailleurs au CESE de fait sur ce sujet-là il y a 2 ans, mais sur comment vivent les lycéens, les collégiens dans les lycées, comment ils arrivent à participer à des projets, comment on porte la parole des élèves, comment c'est pas toujours les mêmes élèves qui portent parole. Dans le collège, on est allé à Paris, les élèves eux-mêmes nous ont dit c'est un peu toujours les mêmes qui sont délégués et puis les autres, donc il faut aller un peu les chercher, mais comment on fait pour aller chercher en gros nos copains? On n'a pas trop de formation, on n'a pas trop de temps, bon voilà, donc toutes ces questions-là, je vous donne quelques exemples en vrac, mais vous voyez ce qu'on met derrière la vie démocratique et le bien-être des élèves et renforcer cette démocratie scolaire, y compris sur un passage que nous avons fait sur le bâti scolaire en lien avec le dérèglement climatique et toutes les rénovations et où on appelle d'ailleurs l'État à abonder ce plan de restauration écologique qui est en cours, mais où on appelle l'État à soutenir les collectivités territoriales et où on indique qu'il serait intéressant de demander aux acteurs, les personnels, j'en parlerai après, mais aussi les élèves, de leur demander leur avis lors de ces plans de rénovation. Un chapitre sur les acteurs où on appelle à travailler mieux avec les parents et où on appelle par exemple à ce que l'espace parent qui a été voté dans la loi de 2013 soit de fait dans tous les écoles, établissements, ce qui évidemment est loin d'être le cas, mais à travailler au-delà de l'espace parent, c'est toute la question du lien qu'on connaît bien entre école avec un grand E et parents, qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours non plus facile pour les collègues, donc qui suppose du temps, de la formation, de l'accompagnement. Et un plan et une préco qui appelle à relancer les PEDT, les projets dans les territoires, qui je crois sont un peu au point mort et on en demande un bilan. En gros, ça marche pas, qu'est-ce qu'on en fait? On les relance, mais ce serait bien que certaines mesures, donc des fois on se gargarise où on parle, on se demande un petit peu ce qu'il en est. Et puis un dernier axe, reconnaître et valoriser tous les personnels qui contribuent au service public de l'éducation, et c'est là où je pense que nous avons
dit des choses, en tout cas il me semble, qui vont dans le sens de ce qu'on peut dire nous, ce qui a fait que d'ailleurs il y a des groupes qui ne l'ont pas voté ce rapport. Je pense que je sais que c'est essentiellement sur cet axe-là. On appelle à un plan de recrutement pour les enseignants. On a fait un gros travail, je pense, pour dire qu'on ne fait pas l'école sans les personnels et on ne fait pas l'école sans les enseignants. Et que ce qui se passe depuis quelques années sur des enseignants dont les conditions d'exercice sont difficiles, dégradées, mal rémunérées, et là on a repris tous les chiffres, y compris ceux de l'OCDE, dont on ne tient pas compte de l'expertise professionnelle, etc., etc. On connaît ce que ça produit pour le moral de nos collègues, on connaît ce que ça produit aussi très certainement en termes de qualité quelque part des résultats scolaires, et donc la nécessité de recruter, de valoriser, de former. Donc une préco qui appelle à un plan d'urgence de recrutement des enseignants, une préco qui appelle à une loi de programmation pour revaloriser financièrement les enseignants, et une préco qui appelle à revaloriser et à faire mieux de formation initiale et continue. Et puis une préco, évidemment, pour tous les personnels non enseignants, qu'ils soient État ou collectivité territoriale, qui appellent évidemment à recrutement, revalorisation, formation de ces personnels. Donc cet axe-là, je l'ai dit, il a un côté trop syndical, nous a-t-on dit, trop revendicatif, nous a-t-on dit. On a tenu bon, on a corrigé, on a accepté de mettre une virgule ou deux pour, mais moi j'y tenais évidemment, et là j'ai été soutenue par la commission, et on a laissé cet axe reconnaître et valoriser tous les personnels qui contribuent au service de l'éducation. Encore une fois, en tout cas moi dans le portage de la vie que je fais, c'est un axe sur lequel j'insisterai. On ne fait pas l'école sans les personnels et sans les enseignants, et il y en a assez aujourd'hui de ce qui se passe, de ce qui se dit, et de ce mépris et de cette méconnaissance de la professionnalité. Et donc évidemment il est grand temps, certes, d'apaiser les débats, mais de poser les questions et de bousculer quelques-uns pour essayer à changer, comme on l'appelle, le paradigme. Je n'ai pas détaillé, je vous ai donné l'idée, j'espère, de ce qu'il y a dans ce rapport qui est large, vous le voyez, qui traite plusieurs sujets, et donc devant vous je voulais aborder un peu tous ces sujets. Après, en fonction de nos interlocuteurs, on insistera plus évidemment sur certaines pistes. Je voulais vous donner un peu le panorama du travail et vous dire qu'en tout cas je suis assez contente que le CESE ait pu entendre ce qui se passe dans les écoles, et puis entendre que l'école a besoin d'être transformée en profondeur, qu'elle est responsable en partie de ce qui ne va pas pour les élèves. L'école ne corrige pas les inégalités, oui, elle peut en produire, mais de rappeler que les inégalités sont aussi et déjà des inégalités sociales, et que donc l'école a besoin d'être confortée par d'autres politiques, et qu'il faut arrêter de se mentir. On ne peut pas par exemple demander à l'école de faire plus d'égalité et de mixité dans une société qui de toute façon ne fait pas égalité et mixité, et on demande des choses à l'école, on prône des valeurs à l'école que la société, elle, ne fait pas par ailleurs. Et donc, ce hiatus-là, on l'a très bien remis aussi dans le rapport, d'où cette idée, oui, l'école a des responsabilités, pas question de dédouaner évidemment quelques politiques éducatives que ce soit, et donc on va continuer de demander changement de paradigme, transformation éducative, mais oui, la société doit prendre sa part, et les changements, c'est aussi, pour ça que c'est un projet de société, un changement d'un certain nombre de politiques publiques aussi, qui doivent être assumées par tout le monde. C'est ce qu'on va essayer de porter.